À la une, les listes sont clôturées. Les candidats aux élections législatives des 10 et 17 juin prochains avaient jusqu'à 18 h pour déclarer en préfecture. Ils sont 20 a priori pour les premières et secondes circonscriptions. Nous ferons le point dans quelques instants. Pas question de laisser la SNI s'accaparer le patrimoine immobilier guyanais. La CDTG-CFDT prend position et dénonce une procédure d'acquisition non conforme. Le syndicat a tenu un point presse aujourd'hui pour évoquer un certain nombre de dossiers. Et puis une opération vente de gâteaux pour financer un voyage en Guadeloupe. C'est ce qu'ont proposé les adolescents de l'Institut d'éducation motrice, 15 jeunes déficients moteurs et intellectuels qui devraient prendre part au séjour, une grande première pour certains. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les guichets sont fermés pour les inscriptions en préfecture, officiellement depuis 18 h. La liste définitive des candidats aux législatives qui nous est parvenue pour le moment fait état de 9 noms qui figurent sur la première circonscription. Claire Albanesi, Julien Deroche, Dimitri Gouard, Jean Julliard, Lynn Létard, Joël Prévost-Madère, Michel Kwami, Michel Sabas et Gabriel Serville. Et puis dans la deuxième circonscription, 8 noms sont inscrits pour l'instant a priori. Lénaïque Adam, Jean-Étienne Antoinette, Chantal Berthelot, Richard Joigny, Paul Persdam, Davy Riemann, Juliana Riemann, ainsi que Bernard Tadei. Notre consultant politique Farouk Amri nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Farouk. Bonsoir Kessie. Merci d'être avec nous. Alors, la liste officielle des candidats n'est pas encore tout à fait connue. On a bien vu 9 noms a priori pour la première circonscription, ou une dizaine on dira, et puis 8 pour la seconde. Pour vous, quelles sont les forces en présence, ne serait-ce que pour cette première circonscription? Là, ce qui est très surprenant, c'est le nombre de candidats, donc ce qui est très très bon pour la démocratie, mais fichtre, ça va vraiment être Game of Thrones pour ces élections législatives. Alors, beaucoup de candidats marqués à gauche, très très peu à droite. On a quand même 2 candidats du parti Les Républicains et puis quelques candidats qui entament une campagne sans étiquette ni soutien réel de partis politiques. Et donc pour cette seconde circonscription? Alors pour cette seconde circonscription, un peu les mêmes éléments, les mêmes schémas exactement. Pareil, une tendance à gauche assez forte, un candidat Les Républicains, et puis des candidats sans étiquette. Et justement, comment voyez-vous ce choix de partir sans étiquette ou en suivant un mouvement qu'on a créé juste avant l'élection? Je ne sais pas si certains candidats se rendent compte ou prennent la mesure de ce qu'est un député et ce que représente une campagne. Certains se disent que, vu le flou actuel, vu peut-être le succès d'Emmanuel Macron, pourquoi pas eux? Voilà, donc j'y vais et puis qui même me suivent. Quitte d'ailleurs à se rallier au mouvement d'Emmanuel Macron. Exactement. Alors, on notera quand même que le Front National, après un temps d'hésitation, n'a finalement pas proposé de candidat. Que se passe-t-il? C'est la grosse surprise de ces candidats qui se déclarent. Rappelons-nous, Marine Le Pen, son très gros score ici en Guyane. Un représentant du Front National, M. Tran, qui avait assuré d'une représentation pour les premières et secondes circonscriptions et qui, au dernier moment, bizarrement, mais nous l'interrogerons certainement sur nos antennes, a décidé de ne pas présenter de candidat. Est-ce que c'est lié à un problème budgétaire? Mon petit doigt me dit que je ne suis pas loin de la vérité. Les téléspectateurs vous connaissent bien pour votre émission Face à Face, mais ils vous verront à nouveau pour l'enjeu politique majeur qui approche, donc c'est législative. On vous verra notamment le 31 mai. Expliquez-nous. Le 31 mai et quasiment pendant la première quinzaine du mois de juin, je co-animerai une émission avec Gilles Vernet, du sang, de la sueur, des larmes, des débats entre les candidats des premières et des secondes circonscriptions, puis des débats entre les qualifiés. Et je le rappelle, il suffit d'avoir 12,5% des voix pour être qualifié au second tour, donc on peut avoir des triangulaires. Et puis nous ferons deux soirées spéciales élections législatives du premier et du second tour à TV, la chaîne politique en Guyane. Et bien sûr, on vous retrouvera donc sur notre antenne. Je vous propose maintenant qu'on refasse un peu le point sur les candidats que nous avons pour le moment. On a leurs photos pour nos téléspectateurs. Alors, je vous le disais, dans la première circonscription, nous avons Claire Albanesi, Julien Deroche, Dimitri Gouard, Jean Julliard, Lynn Létard, Joël Prévost-Madère, Michel Kwami, Michel Sabas et Gabriel Serville. Voilà pour la première circonscription. Vous pouvez voir leurs noms et leurs photos s'afficher sur votre écran avant de pouvoir passer à la deuxième circonscription. Et je vous le disais, 8 noms sont inscrits a priori pour le moment pour la deuxième circonscription. Vous pouvez le voir, Michel Kwami,
pouvez voir Michel Kouami. Est-ce une surprise pour vous que finalement Michel Kouami se présente à ces élections? Disons qu'au dernier moment, ça devait être une candidate pour un problème de parité. Nous le verrons dans le face-à-à-face avec Michel Kouami. Il y a eu visiblement des différends. Il y a eu des tractations aujourd'hui qui lui ont permis d'être qualifiés. Et qui ont déterminé ce changement de dernière minute. On passe maintenant à la deuxième circonscription avec, vous le voyez, Lénaïque Adam qui se présente. Nous l'avons reçu d'ailleurs hier soir sur ce plateau. En marche. Jean-Étienne Antoinette également, Chantal Berthelot, Richard Joigny, Paul Persdam, Davy Riemann avec Juliana Riemann. Alors leur photo ne s'affiche pas encore, mais Davy Riemann et Juliana Riemann qui se présentent. On sait qu'il y a un lien de parenté pour cette deuxième circonscription. Une surprise peut-être. Juliana Riemann, inspectrice générale de l'éducation, il faut le rappeler, candidate pour le Parti Les Républicains, et une demi-surprise, la candidature de Davy Riemann, qui peut-être souhaite surfer sur la mobilisation. Et puis en tout dernier, excusez-moi, le dernier nom, Bernard Tadei, que je n'ai pas encore cité, qui se présente également, je vous le disais a priori dans cette seconde circonscription, parce que la préfecture ne nous a pas encore confirmé tous ces noms et tous ces chiffres. Merci Farouk Amri. On rappelle quand même les dates du scrutin. En Guyane, c'est 10 et 17 juin prochain. Et puis on vous retrouve bien sûr pour toutes les soirées électorales sur ATV Guyane. Merci d'avoir été avec nous. Merci Kessie. La prise de contrôle de la SIGI et de la SIMCO par la SNI dans le viseur de la CDTG-CFDT, je vous le disais en titre, le syndicat s'inquiète pour l'avenir des deux sociétés immobilières guyanaises. Le transfert de gestion par l'État à la Société nationale immobilière ne serait pas conforme à la procédure en vigueur et pourrait bien s'avérer dangereux pour le secteur du logement social en Guyane. La CDTG-CFDT s'y oppose donc et en profite pour faire le point sur d'autres dossiers délicats tels que la situation du port de Dégradé-Cannes. Un point presse suivi pour nous par Natacha Maltaverne. Après les salariés de la SIMCO, c'est au tour de la CDTG-CFDT de dénoncer l'arrivée de la Société nationale immobilière. La SNI qui a eu le feu vert de l'État pour reprendre les sociétés immobilières des DOM, dont font partie la SIGI et la SIMCO. Pour le syndicat, l'État est en train de brader les bijoux de famille. Pour la SIGI, l'État a déjà acté la transaction. Donc, la SNI détient environ la majorité des actions. Donc, inquiet sur le personnel, inquiet sur les constructions qui sont censées être de 100 par an. Alors, à l'instant où je vous parle, il n'y a aucun logement construit. Ce qui se passe, c'est juste ce qui a été acté il y a 3-4 ans. Donc, pour la SIGI, aucun logement n'est construit. Donc, il faut savoir. Concernant la SIMCO, je pense que c'est une OPIA sur la trésorerie de la SIMCO qui est excédentaire et que ça ne cherche qu'à renflouer les caisses de l'État via la CDC et que c'est une opération financière qui ne dit pas, c'est tout. Le syndicat a également abordé la situation à Dégradé-Cannes. Des manutentionnaires de la Somarigue sont en grève. Il faut savoir que les manutentionnaires dépendent de 4 entreprises et que des négociations doivent avoir lieu dans chacune d'elles. Mais ils sont également employeurs dans le cadre du groupement du GEMAG. Tout n'est pas simple. Si le dialogue social n'est pas engagé en temps et en heure, et d'ailleurs on peut comprendre qu'en ce moment, un manutentionnaire occupé par ses propres négociations internes ne puisse pas s'intéresser à d'autres formulées depuis longtemps, on peut craindre une complication générale du climat social sur le port. En décembre déjà, donc, les collègues du syndicat avaient alerté, voire déposé des documents, et que plus le temps passe, forcément, plus l'exaspération monte. D'autant que, comme ils se plaisent à le rappeler, la ligne de Cayenne n'est pas déficitaire. Contrairement à ce que tout le monde dit. La CDTG-CFDT lance un appel à tous les responsables, dont le port maritime, afin qu'ils ouvrent un dialogue franc pour éviter la succession de conflits qui pèsent sur les consommateurs. Et justement, dans ces conflits, parlons du port de Dégradé-Cannes. Les rencontres entre les manutentionnaires et leur direction se poursuivent. Les négociations ont repris cet après-midi à 15 h, mais la grève des employés de la Somarigue paralyse toujours le port de Dégradé-Cannes. Nous y reviendrons dès que possible. Les syndicats des transporteurs réunis à la cité administrative cet après-midi, ils étaient reçus par le président de la CTG. Rodolphe Alexandre leur a présenté la politique de la collectivité en matière de travaux de grande envergure, l'allotissement des marchés, les procédures d'attribution et un calendrier des chantiers ont également été abordés. On écoute le président de l'UGTR au micro de Natacha Maltaverne.
La collectivité a compris qu'aujourd'hui, le fameux SBA, donc le Small Business Act, est de mise et que les petites entreprises guyanaises pourront effectivement bénéficier de cette manne financière et pouvoir travailler et avoir cette capacité structurelle et financière de pouvoir être, je dirais, aussi compétitif que n'importe quelle autre entreprise d'ailleurs ou de Guyane en fonction de la taille. Mais les TPE aujourd'hui sont en ordre de marche, je dirais. On a demandé à Madame la ministre de nous envoyer le CNR, qui est le Comité national routier, pour vraiment référencer les prix de transport en fonction des types des véhicules. Donc ça, c'est vraiment une demande forte et nous attendons la réponse de façon à ce que le CNR vienne. Actuellement, le CNR est actuellement en Guadeloupe et en Martinique. Il faut savoir que la CTG est quand même présent dans certains conseils d'administration tels que l'EPAG, qui est quand même donné en d'ordre et dont on souhaiterait que l'allotissement aussi se fasse et qu'ils jouent le jeu aussi de façon à ce que les transporteurs guyanais, comme d'autres entreprises, parce que là nous parlons de nos métiers, donc le transport, mais il y a d'autres secteurs d'activité, d'autres filières qui sont aussi demandeuses que nous-mêmes. Donc là-dessus, on va faire la même démarche au niveau des municipalités, au niveau des communautés d'agglo. Et aussi, parce que là on parle de collectivité, de nos élus, mais on va voir les différents organismes d'État, parce qu'il ne faut pas oublier, on prend le cas de l'ONF, l'ONF aussi lance des appels d'offres, et on sait bien que le critère qui est choisi, c'est vraiment le prix le plus bas. En bref, à présent, les agents de la société Galéa Sûreté en charge de la sécurité sur la plateforme de Félix Eboué ont repris le travail aujourd'hui après avoir débrayé hier pour dénoncer entre autres le retard de paiement sur leur salaire. Un accord a été trouvé dans la soirée avec la direction. Les contrôles des bagages et des passagers sont donc de nouveau possibles. On rappelle que le mouvement avait retardé l'enregistrement des bagages et l'embarquement des passagers du vol Air France hier soir, puis le personnel navigant l'avait annulé pour respecter la réglementation sur le temps de travail. On poursuit en Martinique avec cet exercice grandeur nature réalisé dans les fonds marins de la baie de Saint-Pierre. La brigade subaquatique de la gendarmerie s'y est plongée pour tenter de résoudre une enquête sur un meurtre par arme à feu. Le fusil jeté à l'eau est une pièce à conviction très importante. Il faut donc le retrouver. Anaïs Gall les a suivis. La gendarmerie de Saint-Pierre demande l'intervention des plongeurs de la brigade nautique du marin dans le cadre d'un homicide. Le corps d'une femme a été découverte à Foncoré, donc ici même. Donc on nous demande d'intervenir sur site, de faire des investigations subaquatiques au niveau du ponton de l'UCPR. Ici, pas de victimes, mais des pièces à conviction. Une arme a été dissimulée au fond de l'eau pour les besoins de la Seine. Recherche d'un côté, constatation de l'autre. Deux équipes s'apprêtent à mener l'enquête à une douzaine de mètres de fond. Visibilité, force du courant. Une fois les conditions étudiées, les investigations peuvent démarrer. Trouver l'arme, la brigade couvre un périmètre de 500 mètres, équipé d'un matériel bien spécifique. Caméra ou appareil photo, des écouvillons pour pouvoir prélever des indices ADN ou balistiques. Là, en l'occurrence, ce sera une arme, donc on fait déjà des prélèvements sous l'eau pour les remettre ensuite aux enquêteurs. Ça, c'est le matériel spécifique. Ensuite, du matériel de recherche, on a des détecteurs de métaux. Ce fil permet aux plongeurs de ne pas se perdre sous l'eau. Enfin, il découvre quelque chose, des papiers d'identité et le fameux pistolet. Un plongeur signale l'emplacement avec un parachute qui flottera à la surface. Une autre équipe prend alors le relais. Notre mission, c'était de faire des constatations sur cette arme et de procéder au relevage en garantissant la préservation de tous les indices avant l'envoi à l'IRCGN. Là, on ne va pas chercher des traces papillaires, mais on va plutôt chercher du sang. S'il y a du sang, on va faire un prélèvement sur un écouvillon et on va garder cet écouvillon, on va le sécher et on va l'envoyer directement à Paris. Basée au Marin, la brigade subaquatique compte 9 membres, dont 6 plongeurs et 3 pilotes. En Martinique, elle intervient dans de nombreux secteurs. On est amené à travailler donc sur tout le département de la Martinique, au profit des unités de terrain, mais également sur le long de la côte, dans le cadre de la police des pêches en mer, dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, lutte contre le braconnage, la surveillance maritime classique. Également, on peut être amené à intervenir dans le cadre de secours. On peut travailler également avec l'hélicoptère gendarmerie pour effectuer les secours.
Des missions qui exigent un entraînement régulier. Des exercices sont pratiqués chaque semaine. Retour chez nous avec cette messe qui doit marquer les 24 ans de l'association Femme d'Ibout. C'est ce qu'elle prévoit ce week-end. Les membres sont attendus à compter de 10h dimanche pour cette cérémonie en la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne. De nombreux invités devraient également y prendre part et puis la population y est invitée. Un temps de recueillement et de célébration pour ce long chemin parcouru. C'est ce qu'explique Léodate Saïbou au micro de Charlotte Fleury. Alors, après la messe, nous les membres, nous qui venons côté mot, nous qui regardons ça nous qui fait, que ça nous qui fait, pour nous traiter, trinquer un verre ensemble, puisque 24 ans, à pas 24 mois, à pas 24 jours, c'est des décennies, et puis 4 ans après encore, parce que des décennies, puis il y a 4 ans qui venir. Alors, nous, l'année dernière, nous n'avons pas fait la messe Femme d'Ibout, alors, ça l'année, nous décidé pour nous faire la messe Femme d'Ibout, inviter tous les anciens membres qui étaient là, parce que si à partir de Femme d'Ibout n'était là, alors nous inviter les anciens membres, nous inviter les hommes politiques, pour nous dire comment, et puis nous inviter plutôt que les hommes politiques, les personnalités. Alors nous inviter, nous pas savoir si Kevin, si Kevin, mais ça qui Kevin, nous dire merci. Ça qui pas pouvait venir, c'est parce qu'il y a un empêchement. Nous dire merci. Et puis, Femme d'Ibout, qui entendent monde à la messe, parce que la messe a commencé à 10h. Et la messe a été animée par Père Patrice. Dans l'association, membre actif même, parce qu'il y a Saint-Laurent, il y a Racoubo, alors tout le monde pas pouvait là, nous à plus de 35. Alors, nous invitons tout le monde. Mais sortir Saint-Laurent pour venir à Coubo, sortir Saint-Laurent pour venir à Cayenne, pas facile, parce qu'à venir beau matin pour venir après-midi, parce qu'il y a enseignantes qui en ont. Nous avons des gens qui juste en France qui en ont. Donc, nous n'avons pas qu'à prendre billet pour venir à la maison d'Ibout. Nous avons pensé pour ça, alors nous avons des enseignants qui sont là, et nous avons pensé, nous avons beaucoup qui sont là nous quand même. À 24 ans, il y a beaucoup d'associations, sauf les associations folklorique qui gagne longtemps est là, mais association qui crée Kounounia, il pas beaucoup. Beaucoup de nous qui sont anciens. Vous avez peut-être goûté à leur 4 quarts ou leur sablé maison. Les enfants de l'IEM tenaient un stand ce matin au marché de Cayenne. Une sortie un peu spéciale pour ces adolescents en pleine préparation de leur voyage en Guadeloupe. 15 jeunes déficients moteurs et intellectuels devraient prendre part au séjour du 24 juin au 7 juillet prochain. Une grande première pour la plupart d'entre eux. Mais d'ici là, l'Institut d'éducation motrice multiplie les actions pour bien sûr réunir les fonds nécessaires. Charlotte Fleury. Ce matin, au marché de Cayenne, l'institution d'éducation motrice organisait sa 3e vente de gâteaux. Objectif, permettre à 15 enfants âgés de 11 à 20 ans en situation de déficience motrice de passer 2 semaines en Guadeloupe. Ces actions que nous menons, entre autres cette vente de gâteaux, c'est pour pouvoir financer ce voyage qui permettra donc aux enfants de découvrir un autre département, donc la culture, l'histoire, la faune, la flore, la gastronomie. Et puis pour certains, pour prendre l'avion pour la première fois. Prendre l'avion pour la première fois, c'est aussi un rêve pour chacun d'entre eux. L'objectif aussi de ce voyage, c'est de permettre aux enfants de mettre en œuvre toutes les acquisitions qu'ils ont pu avoir en cours d'année. Voilà, aussi bien sur le plan moteur que sur le plan éducatif, que sur le plan pédagogique. Ce projet, mis en place par l'équipe pluriprofessionnelle de l'institution d'éducation motrice, est évalué à 60 000 €. Pour arriver à récolter cette somme, les membres de l'IEM comptent sur la solidarité à la fois des institutions, mais également de la population. Il y a bien sûr des subventions qui ont été demandées au niveau des collectivités et puis il y a aussi des entreprises qui jouent le jeu et qui aussi sont aussi des partenaires au niveau du financement de ce projet. La population quand même participe tant bien que mal, même si je n'achète pas, il y a quand même une boîte de dons, donc on peut toujours glisser une petite pièce. Et puis voilà, c'est aussi un geste de participation, quel que soit le montant qu'on peut donner. D'autres actions sont également mises en place pour permettre la concrétisation de ce projet de 2 semaines. Le 17 juin, une soirée traditionnelle est organisée à l'école Saint-Michel de Matoury. Buvette et tombola seront de la partie.
C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les titres développés ce soir avec bien sûr la clôture des listes. Les candidats aux élections législatives des 10 et 17 juin prochains avaient jusqu'à 18h pour se déclarer en préfecture. Ils sont 19 répartis entre les premières et deuxièmes circonscriptions. Pas question de laisser la SNI s'accaparer le patrimoine immobilier guyanais. La CDTG-CFDT prend position et dénonce une procédure d'acquisition non conforme. Le syndicat a tenu un point presse aujourd'hui pour évoquer un certain nombre de dossiers d'actualité. Et puis une opération vente de gâteaux pour financer un voyage en Guadeloupe. C'est ce qu'ont proposé les adolescents de l'Institut d'éducation motrice. 15 jeunes déficients moteurs et intellectuels devraient prendre part au séjour. Une première pour la plupart d'entre eux. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le journal de TF1. Ce sera juste après la météo complète. On se retrouve bien sûr lundi soir. Bon week-end.